Il y a 6 ans, un événement atroce secouait la petite ville tranquille de Frederick, dans le Colorado, aux États-Unis. Une image de bonheur familial projetée sur les réseaux sociaux allait voler en éclats, révélant une vérité si sombre qu'elle continue de hanter l'Amérique. L'histoire de la famille Watt est celle d'un mensonge parfait et d'une trahison absolue. Installez-vous confortablement, on y va. Avant qu'on commence, petit avertissement rapide. Cette vidéo contient 3 trigger warnings, notamment meurtre, violence et manipulation. Ce jour-là, tout va basculer. Nous sommes le 13 août 2018 à Frederick au Colorado. Il est un peu plus de 13h40. Une femme, Nicole Atkinson, est au téléphone avec les services d'urgence. Elle est inquiète, très inquiète. Son amie, Shannon Watts, est rentrée de voyage d'affaires très tôt ce matin, vers 1h48. Nicole l'a déposée elle-même devant chez elle. Depuis, plus rien. Silence radio. Shannon, enceinte de 15 semaines, ne répond ni aux appels, ni aux messages. Elle a manqué un rendez-vous chez le médecin, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Nicole s'est rendue à la maison familiale, une belle bâtisse dans un quartier résidentiel propre. Elle a sonné, frappé, appelé, sans succès. La voiture de Shannon est dans le garage, mais personne ne répond. Une angoisse sourde commence à la ronger. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle le sent au plus profond de ses tripes. L'opérateur du 911, il prend sa couverture fétiche, celle qui la rassure, et il l'utilise pour l'étouffer. Il serre jusqu'à ce que sa propre fille ne bouge même plus. Ensuite, il ouvre la trappe d'une immense cuve de pétrole brut qui se trouve sur le site et y jette le petit corps de Cécé. Bella a tout vu. Elle a vu son père tuer sa petite sœur. Terrifiée, elle le supplie. « Est-ce que la même chose va m'arriver ?» Puis, dans un dernier cri de désespoir d'enfant, ses derniers mots sont « Papa, non !» Chris Watts ne répond pas. Il utilise la même couverture pour étouffer sa fille aînée. Une fois Bella morte, il la jette dans une deuxième cuve de pétrole. Il referme les trappes. Il a tout simplement effacé sa famille. Il remonte dans son camion et repart travailler comme si de rien n'était. Durant la matinée, il envoie des messages à sa maîtresse, appelle l'école des filles pour les désinscrire et contacte même un agent immobilier pour mettre en vente la maison familiale. Il a déjà commencé sa nouvelle vie. L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Les premières 24 heures sont cruciales dans une affaire de disparition. Chris Watts joue son rôle à la perfection. Le 14 août, il se présente devant les caméras de télévision locales, le visage marqué par une fausse tristesse. Il lance un appel déchirant. « Shannon, Bella, Céleste, si vous m'entendez, revenez, j'ai besoin de vous. Cette maison n'est pas la même sans vous. C'était un vide. Je ne sais pas où elles sont allées. J'espère juste qu'elle est en sécurité quelque part avec les enfants. » Il décrit ses filles, ce qu'elles aiment. Il regarde la caméra implorant. La performance est presque parfaite. Mais pour les enquêteurs, et pour beaucoup de gens qui regardent, quelque chose cloche. Son langage corporel est étrange. Il sourit nerveusement. Ne semble pas réellement dévasté. Il parle de sa famille au passé. Les enquêteurs du Colorado et du FBI sont saisis de l'affaire. Ils sentent que Chris Watts n'est pas le mari éploré qu'il prétend être. Le point de bascule de l'enquête arrive grâce à un voisin, Nate Trinastich. Ce dernier a une caméra de surveillance qui filme son allée et qui a une vue partielle de celle des Watts. Le jour de la disparition, il voit Chris et un policier discuter devant chez lui. Curieux, il sort. Le policier lui demande s'il peut visionner les images de caméra du matin du 13 août. Chris est présent. Nate fait défiler la vidéo sur son ordinateur. Et là, l'image est sans appel. On voit distinctement Chris Watts reculer son camion vers son garage vers 5h30 du matin et y charger des choses. Chris, qui regarde par-dessus son épaule, devient visiblement nerveux. Il commence à trembler, à mettre ses mains sur sa tête. Il tente de minimiser, disant qu'il charge juste des outils. Mais pour l'officier présent, le doute n'est plus permis. Chris Watts ment. Les enquêteurs récupèrent les enregistrements. Ils voient Chris faire plusieurs allers-retours entre la maison et son camion. Il n'y a aucun doute. Il a chargé quelque chose de lourd. On ne voit pas quoi exactement, mais cette séquence est accablante. L'étau se resserre. Les enquêteurs décident de lui faire passer un test polygraphique. Le 15 août, Chris se rend volontairement au poste de police de Frederick pour le test. Il est confiant. Il pense pouvoir déjouer la machine. Il est connecté à l'appareil et l'interrogatoire commence. L'examinateur pose des questions de contrôle, puis des questions directes. « Avez-vous menti sur la disparition de Shannon ? Non. Savez-vous où elle se trouve ? Non. Êtes-vous responsable de leur disparition ?
Non. À chaque réponse, l'aiguille du polygraphe s'affole. Il ment, de manière flagrante. À la fin du test, l'examinateur est formel. Chris, ça ne s'est pas bien passé du tout. Le test montre que tu trompes les gens. Chris reste silencieux. Le masque commence à se fissurer. Les enquêteurs ont maintenant la quasi-certitude qu'il est impliqué. Mais ils n'ont pas de corps, pas d'aveu. Ils vont alors changer de stratégie. Après l'échec cuisant du test du polygraphe, les enquêteurs laissent Chris mariner dans une salle d'interrogatoire. Ils savent qu'il est sur le point de craquer. Ils décident de jouer une carte psychologique majeure. Ils font venir son père, Ronnie Watts, au poste de police. Il explique à Ronnie que son fils a échoué au test et qu'il cache quelque chose de grave. Il lui demande de parler à Chris, de le pousser à dire la vérité. Ronnie entre dans la salle d'interrogatoire. L'ambiance devient lourde. « Qu'est-ce qui s'est passé, fiston ?» demande Ronnie. Chris lève la tête, les larmes aux yeux. « J'ai pété les plombs !» « Dis-leur la vérité, mon fils. » C'est là que Chris Watts va livrer sa première version des faits. Une version monstrueuse, conçue pour se dédouaner de les pires parties de ses crimes. Il raconte à son père qu'il a avoué à Shannan qu'il voulait la quitter. Selon lui, elle serait entrée dans une rage folle. Il prétend être descendu après leur dispute et avoir vu sur le moniteur de bébé Shannan en train d'étrangler Cécé. Il dit avoir vu Bella, déjà bleue, étendue sur son lit. Dans cette version, c'est Shannan qui a tué ses propres filles. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» demande son père. « J'ai pété les plombs, je les ai étranglés !» Les enquêteurs qui écoutent la conversation entrent alors dans la pièce. L'agent du FBI, Tammy Lee, et le détective de police Frederick Dave Bohover s'assoient face à lui. « Chris, on a entendu ce que tu as dit à ton père. Raconte-nous. » Chris répète son histoire. Il décrit la scène avec une précision glaçante. Accuser sa femme décédée des infanticides. Il maintient sa version, pleurant, se présentant comme un homme qui a agi sous le coup de la colère après avoir assisté à une scène insoutenable. Les enquêteurs le pressent. « D'accord, Chris, si c'est ce qui s'est passé, où sont-ils maintenant ?» Chris Watt hésite un instant, puis il avoue. Ils sont sur un site pétrolier. Il donne l'emplacement exact. Il explique qu'il a enterré Shannan et qu'il a mis les corps de ses filles dans les cuves de pétrole. Les enquêteurs ont enfin ce qu'ils cherchaient. Les équipes sont immédiatement dépêchées sur le site. Chris Watts est officiellement placé en état d'arrestation. Pour le meurtre de ses filles, il continue d'accuser Shannan. Mais cette version ne tient pas. L'autopsie révélera plus tard que Shannan n'a aucune blessure de défense, qu'elle a été tuée par surprise. Surtout, le corps des petites filles récupérées dans des conditions atroces après que les cuves aient été vidées ne présente que des signes de suffocation. Rien ne concorde. L'histoire de la strangulation par leur mère. Il faudrait attendre des mois, lors d'un interrogatoire en prison après sa condamnation, pour que Chris Watts avoue enfin la vérité complète. Face à l'agent Tammy Lee, il décrira froidement et en détail comment il a tué ses 2 petites filles lui-même, après avoir assassiné leur mère. Le 21 août 2018, Chris Watts est formellement inculpé de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 1 pour Shannan et 2 pour chaque enfant en raison de leur jeune âge. D'interruption illégale de grossesse et de 3 chefs d'accusation de manipulation d'un corps humain. Face à la montagne de preuves contre lui, et pour éviter la peine de mort, il accepte de plaider coupable de tous les chefs d'accusation le 6 novembre 2018. La famille de Shannan dévastée accepte cet accord pour s'épargner l'horreur d'un procès public qui aurait exposé les détails sordides de la mort de Shannan et des petites. Le 19 novembre 2018 a lieu l'audience de détermination de la peine. La salle d'audience est pleine à craquer. Le père de Shannan, Frank Rutsek, s'adresse directement à Chris Watts, le traitant de monstre sans cœur. Il décrit la douleur de ne plus jamais pouvoir serrer ses petites filles dans ses bras. Chris Watts, lui, reste impassible, le regard vide. Le juge condamne Chris Watts à 5 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, dont 3 consécutives. Il écope également de 48 ans de prison pour l'interruption illégale de grossesse et de 36 ans pour la manipulation des corps. Le juge qualifie ces actes de plus inhumains et vicieux qu'il n'ait jamais vus au cours de leur carrière. Chris Watts est aujourd'hui incarcéré au Dodge Correctional Institute, une prison de haute sécurité dans le Wisconsin, où il a été transféré pour des raisons de sécurité. Il y purge ses multiples peines à perpétuité. Il reçoit des lettres de fans et passe ses journées à lire et à faire du sport, isolé du reste de la population carcérale. Pour moi, le plus terrifiant dans cette affaire
n'est pas seulement la brutalité des meurtres, mais la dualité de Chris Watts, sa capacité à incarner le père de famille parfait, tout en planifiant méthodiquement l'éradication de sa propre famille, pour aller vivre une nouvelle vie. Il n'a pas pété les plombs, il a fait un choix froid et calculé. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans le comportement de Chris Watts après les meurtres? Son appel à la télévision où il supplie sa famille de revenir, ou ses mensonges éhontés face à son propre père en accusant sa femme? Dites-le moi en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, et à très vite pour une nouvelle affaire.